Souleymane Niang. L'actualité est d'abord judiciaire avec pour commencer l'audience de ce matin devant la chambre criminelle spéciale de Dakar. À la barre, 3 accusés qui répondent actuellement aux questions du juge. Nous y reviendrons avec notre reporter sur place Nafissatou Silla. Il faut noter qu'hier lundi, les accusés Sina Ould Sid Ahmed et Boubacar Niangadou, tous 2 Maliens, ont été jugés pour apologie du terrorisme, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs, entre autres chefs d'inculpation. L'un est poursuivi pour des liens présumés avec l'un des planificateurs de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire et pour des photos prises sur les ruines des mausolées détruits par les islamistes maliens à Tombouctou. L'autre répondait du blanchiment de capitaux et de faux papiers. Leurs avocats ont plaidé l'innocence et l'acquittement de leurs clients. Le parquet a requis 7 ans de prison contre les 2 accusés. Verdict le 29 avril prochain. Et puis la suite et la fin des auditions des activistes militants et sympathisants de PASTEF arrêtés en marge de l'affaire Ousmane Sonko. Après le passage de Guy Marius Sagna, Biram Souleye Diop et 8 autres personnes devant les juges d'instruction du 3e et du 8e cabinet, 9 autres doivent être entendus sur le fond du dossier aujourd'hui. Nous y reviendrons également. Allons maintenant à Thiénaba, dans le département de Gossas. Les populations sont prises de panique à cause de l'insécurité. Il y a juste quelques jours, 2 jeunes ont été tués sur place par des malfaiteurs venus cambrioler un commerçant de 70 ans dans sa maison. Suffisant pour que les habitants de Thiénaba, situés dans la commune de Wadjour, réclament une brigade de gendarmerie de proximité. Correspondance Aminata Goudjabi. Wow. Trouvé assis sur une natte avec d'autres notables du village, Cheikhouna Ndiaye, commerçant, a l'air traumatisé. Ce septuagénaire se remémore cette nuit où une bande de malfaiteurs armés s'est introduite dans sa chambre pour emporter ses 4 millions avant de tuer 2 jeunes membres de sa famille. Impossible pour moi d'oublier cette nuit. Moi, je suis éleveur, je suis cultivateur et je suis aussi marailleur. Vous imaginez une bande de 7 personnes face à un vieux de 70 ans. J'ai essayé de me défendre, mais en vain. Mon fils qui a entendu le bruit était venu me secourir. Mais malheureusement, ils l'ont tué par balle. L'autre jeune tué est un ami à un de mes neveux. Ce jour-là, il était venu passer la nuit chez nous. Ce drame a installé la panique chez les populations de Thiénaba Gossas. Cheikh Ndiaye, membre de l'association Thiénaba Tiakanam. Parce que si des individus se permettent à attaquer à 1h du matin et armés de pistolets, de fusils, d'armes blanches pour cambrioler un vieux, personne n'est en sécurité. On est tous en sursis. Face à la presse, les habitants du village ont réclamé justice et plus de sécurité. Nous demandons le renforcement de la sécurité. S'il le faut même nous créer une brigade de proximité. On réclame que justice soit faite. Leur village est enclavé et dépourvu de routes praticables. Les jeunes veulent une solution à ce problème. Ils demandent aussi aux autorités de doter leur poste de santé d'une ambulance. Si on avait une ambulance, Boubacar Ndiaye et Alassane Diop pourraient survivre parce qu'on a appelé les secours, ils ont tardé à venir. On s'est débrouillé même pour trouver un véhicule particulier pour les évacuer. À Thiénaba Gossas, hommes et femmes disent plus jamais ça. Ils se sont massés sur la place publique du village pour dénoncer l'insécurité qui prend de l'ampleur dans leur village. Aminato Goudjabi, Fatick FM. À Ziguinchor, on s'achemine vers la mise en place d'une structure de médiation et de prévention des conflits qui fédérerait tous les religieux de la région. L'idée est portée par le Haut Conseil du dialogue social après les récentes émeutes qui ont fait 4 morts dans le département de Bignona. Les premiers jalons vers une opérationnalisation de la structure ont été posés lors d'une tournée auprès des notables et chefs religieux qui ont tous souscrit à la démarche. Lamine Ba. La stratégie de gestion préventive de toutes agitations sociales à l'image de ce que l'on a connu en début mars est de faire en sorte que les germes soient détectés en amont pour mener des actions en vue de les enrayer. Dans le principe, les religieux qui seront les acteurs principaux de la démarche souscrivent à l'idée. Mortala Touré, porte-parole du représentant du Khalif général des Mourides à Ziguinchor. Nous adhérons à toute initiative allant dans le sens de promouvoir la paix sociale. Nous voulons dire à Innocence Ndab Ndiaye que sa démarche est très importante en ce sens que l'islam est une
une religion qui elle-même encourage la paix sociale. Même impression recueillie chez le président des imams et oulémas de Ziguinchor, son porte-parole Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye. Ça nous a fait vraiment un très grand plaisir. Les religions ont souvent joué ces genres de rôle. C'est pour uniquement la paix au niveau de Ziguinchor, surtout au niveau du Sénégal. On va continuer sur les prières. Donc nous demandons à tout le monde la paix sociale. La paix pour les partis politiques, pour le parti au pouvoir, la paix pour tout le monde. L'Église, qui a reçu la présidente du Haut Conseil du dialogue social dans cette approche consultative, encourage la promotion de la médiation sociale dans les conflits. Innocence Ntap-Ndiaye, qui a impulsé l'idée, parle d'un premier pas réussi dans le projet. Mais ce qui est important, c'est que nous avons fait une très bonne identification des personnes ressources et évoqué avec eux, entre autres, la question des événements douloureux du 8 mars de 2021 et comment poursuivre justement des actions de pacification du climat. Et j'ai trouvé une oreille attentive. L'adhésion des religieux au projet étant validée, les prochaines étapes seront consacrées à la formalisation d'un tel cadre en vue de le rendre opérationnel au bénéfice de la paix sociale, rassure la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Revenons maintenant sur la sortie du ministre de la Justice sur les récentes émeutes dans le pays. Réaction qui suscite beaucoup de commentaires. Maître Malick Sall a déclaré que des gens voulaient rééditer le scénario au Mali. Beaucoup de citoyens considèrent cette sortie malencontreuse, mais le ministre n'en est pas à sa première bourde au plan de la communication. Les exemples foisonnent. Binta Diallo. La première déclaration malheureuse de Maître Malick Sall a été lors de sa passation de service avec son prédécesseur. Sur les ondes de RFM, il déclare, je cite, « Je vais mettre de l'ordre dans cette justice ». Fin de citation. La réplique cinglante de son prédécesseur Ismaël Madior Fall a été « Il n'y a pas de désordre dans cette justice ». Depuis, Monsieur le garde des Sceaux a fini par habituer les Sénégalais à des sorties dignes d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Sall casse tout. Le 25 octobre 2019, après 7 mois seulement à la tête du ministère de la Justice, Walfadjri Quotidien lui accorde une page entière intitulée « Gaffeur en série que trimballe le garde des Sceaux, Maître Esbourde ». Nos confrères de long en large étaient revenus sur les frasques verbales du ministre de la Justice. Parmi elles, l'affaire Aliou Sall dans le dossier Petrotim. Maître Malick Sall a blanchi le frère du président de la République par ces mots « Non, il ne peut pas faire cela. Il revient juste de la Mecque, c'est un musulman ». Last but not least, sur l'arrestation de Adama Gaye et sur l'emprisonnement du journaliste, Maître Malick Sall avait révélé avoir été derrière tout cela, ne cachant pas son emprise sur la justice. Ce qui avait soulevé du coup l'ire des organisations de défense des droits de l'homme, ces dernières avaient déploré et dénoncé une erreur de casting. Le serial gaffeur s'est encore illustré de façon tout aussi malheureuse ces derniers jours. Nous citons pêle-mêle, Sonko veut tuer tous les Sénégalais. Ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qu'ils ont voulu faire au Sénégal. Les lutteurs, ce sont eux qui étaient dans les manifestations sanglantes et mortelles des semaines dernières. Maître Malick Sall, au moment où tout le monde se réjouissait de l'apaisement politico-social après la réconciliation de Massalikul Jinane entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, s'est tout de suite empressé pour déclarer sur les ondes de Sud FM que c'est Khalifa Ababacar Sall qui avait lui-même demandé à être gracié. L'enfant de Djantali est un as des comédie shows. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Tout autre chose maintenant, l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal pose sur la table du chef de l'État les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ces pêcheurs artisanaux réclament des solutions dans les plus brefs délais, faute de quoi ils vont dérouler un plan d'action. Ils veulent aussi être impliqués dans les instances de prise de décision, surtout concernant leur secteur. Abraham Polpouy. Après une marche interdite au mois de décembre pour dénoncer les difficultés de la pêche artisanale, l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, UNAPAS, revient à la charge. Cette fois-ci, dénonce l'attitude du ministre de la Pêche et le manque de vision de l'État du Sénégal de développer la pêche artisanale. Moustapha Dieng est le secrétaire général. Nous appelons donc les autorités à reconsidérer le rapport avec la pêche
Les problèmes sont très nombreux et le mécontentement est très grand et très difficile à contenir. S'il y a un gouvernement, s'il y a un ministre qui est en place, nous avons le droit de le solliciter, de demander à lui parler. Il doit nous écouter. C'est une obligation. Pour développer cette pêche artisanale, UNAPAS demande à l'État de trouver des solutions. La pêche artisanale ne peut pas continuer à subir. La pêche est très importante. Monsieur le Président parle encore d'investir 300 milliards. Nous espérons que ce sera l'occasion pour lui de rectifier le tir et de reconsidérer l'impact de la pêche. Et comme solution, l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal prône le dialogue. Donc nous n'excluons rien. Nous sommes là pour la défense des intérêts des pêcheurs. Nous avons des autorités, c'est notre devoir de nous adresser à ces autorités-là. Mais si on ne nous écoute pas et si nos problèmes ne sont pas satisfaits, nous n'excluons rien du tout. UNAPAS était en réunion à Lompoul pour parler des difficultés de la pêche artisanale. Abraham Paul Pouy Lompoul, Radio Futur Média. L'UNAPAS qui demande également à l'État de publier la liste de toutes les licences attribuées à des bateaux étrangers, surtout ceux des Chinois qui, de l'avis des pêcheurs artisanaux, sont en train de piller les ressources halieutiques du Sénégal. Moustapha Dian, secrétaire général de l'UNAPAS, avec Abraham Paul Pouy. Les licences de pêche, on a dénoncé partout, entre ciel et terre, la présence des bateaux européens. 45 bateaux européens qui sont autorisés depuis 2014 à pêcher dans nos eaux. Sous le prétexte qu'ils pêchent le thon et le merlu, on leur permet d'avoir des prises accessoires. 5% de céphalopodes, 15% de crustacés, 20% d'autres espèces démersales. Nous appelons l'État à remettre en cause ces licences avec l'Union européenne. Les bateaux chinois, on ne sait pas quel nombre y a-t-il de bateaux chinois. On ne sait pas, personne jusqu'ici ne peut dire qu'il y a tant de bateaux chinois. C'est pourquoi nous appelons, nous continuons à appeler le ministre a publié le nombre de bateaux qui pêchent dans les eaux. Il faut faire la situation. On ne connaît pas le nombre de bateaux. Et quand on nous dira il y a combien de bateaux, on saura qui a autorisé, qui a donné ces licences. Et comment est-ce qu'on a donné les licences. Et puis les pêcheurs à Saint-Louis qui s'inquiètent du retard des travaux de dragage et de balisage de la brèche lancés le 12 novembre 2020 par le ministre de la Pêche. Les travaux sont à l'arrêt suite à la défection de l'entreprise chinoise. Elle a plié bagage, estimant que l'enveloppe de 7 milliards ne suffisait pas pour financer les travaux. Et pourtant, l'entreprise en question avait gagné le marché à la suite d'un appel d'offres. Mohamed Nabissila. China Harbour Engineering Company, tel est le nom de l'entreprise chinoise qui avait gagné le marché du dragage et du balisage de la brèche de Saint-Louis suite à un appel d'offres international. Mais elle n'a pu honorer ses engagements parce que les Chinois ont estimé que l'enveloppe de 7 milliards de francs CFA dédiée à ces travaux d'envergure était petite. D'ailleurs, ils l'ont signifié par courrier officiel au ministre de la Pêche qui avait marqué toute sa déception avant de se résoudre à la procédure de résiliation de ce contrat. Mais aujourd'hui, comment les Chinois ont-ils pu agir de la sorte? Des pénalités n'étaient-elles pas nécessaires? À leur encontre, l'autorité a dû informer les acteurs qui, après la complainte des pêcheurs, avaient alerté l'opinion sur le non-respect des délais de déploiement du matériel lourd sur la brèche pour des travaux lancés le 12 novembre dernier pour une durée de 3 mois. Par ailleurs, des sources proches du dossier révèlent que l'entreprise française Eiffage s'est proposée pour le dragage et le balisage de cette brèche à un prix bien sûr qui va au-delà de 7 milliards de francs CFA pour une durée plus longue. L'État serait dans les dispositions d'accepter dans un contexte où les pêcheurs continuent de perdre la vie sur cette brèche qui a fait un total de plus de 480 morts depuis son ouverture en octobre 2003. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Autre contretemps qui risque de faire du bruit, la mise en service de l'usine d'eau KMS 3 fixée au 31 mars va être probablement reportée à une date ultérieure, à une autre date. Selon nos informations, tout n'est pas encore au point, même si les tests techniques ont été concluants. Une réunion d'évaluation est prévue le 29 mars pour une décision finale. El Hadj Ndiogou Diène. Plusieurs fois annoncé, le démarrage de KMS 3 risque encore une fois d'être différé à cause de la désinfection qui est un
un processus délicat qui demande du temps. Il s'agit de rendre l'eau potable en y mettant du chlore, mais aussi de la rendre conforme aux normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont que l'eau potable ne doit pas comporter des substances chimiques ou bactériologiques. Les laboratoires de la CNO, de la SONES et des laboratoires indépendants vont faire le travail nécessaire avant de valider la certification de la potabilité de l'eau avant l'étape de la distribution. Mais en attendant, des sources révèlent que les essais techniques en cours depuis décembre dernier ont réussi. Ce qui est un motif d'optimisme parce que cette étape était l'une des plus redoutées à cause des risques d'erreurs techniques. L'eau est maintenant arrivée à Diamniadio en provenant de l'usine de Kermomassar et la distribution va démarrer dès que la potabilité sera validée. Une réunion d'évaluation présidée par le ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam est prévue le 29 mars, c'est-à-dire lundi prochain, à 48 heures de l'expiration du deadline. Il sera ainsi décidé au cours de cette rencontre du report ou du maintien de la date initiale du 31 mars annoncée. Même en cas de report, le délai sera repoussé de quelques jours seulement, indiquent nos sources. La troisième usine d'eau du Sénégal a une capacité de 200 000 mètres cubes par jour, mais elle va démarrer avec la moitié, c'est-à-dire 100 000 mètres cubes par jour. L'objectif avec KMS3 est de trouver une solution au problème de l'approvisionnement en eau, notamment à Dakar, qui connaît un déficit de 40 000 mètres cubes par jour. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal se dit peinée par la situation que traversent les entreprises sénégalaises qui se caractérise cette situation par un licenciement de plusieurs employés du fait de la crise sanitaire. 1200 travailleurs licenciés, plus de 16 000 envoyés en chômage technique. C'est une catastrophe, selon Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la CNTS. Au téléphone avec Barthélémy Ngom, il appelle à des retrouvailles avec les employeurs pour essayer de trouver une solution. On l'écoute. Je pense quand même qu'il a sous-estimé parce que c'est vrai 1200 licenciements pour motif économique, certainement il y en a plus. Mais en tout cas, le chiffre est assez effarant. Le chômage technique, la même chose. Mais comme il l'a dit, nous sommes sur le terrain et c'est des choses que nous vivons tous les jours. Il y a des dossiers sur lesquels effectivement nous sommes interpellés et nous avons essayé, dans certains cas d'ailleurs, de trouver des solutions intermédiaires. Mais il faut reconnaître que la situation est très difficile et même dramatique pour certains secteurs qui aujourd'hui sont presque sinistrés. Et nous pensons qu'effectivement, quelque chose doit être fait. Pour ça, nous en appelons à une retrouvaille des partenaires sociaux, travailleurs, employeurs et État, pour voir aujourd'hui comment accompagner les entreprises et comment préserver l'emploi. C'est le combat que nous menons de tout le temps. Je vous dis l'autre jour que la semaine dernière, nous étions déjà en négociation avec une entreprise de la place, que je ne vais pas citer, c'était pour éviter un licenciement pour motif économique. Nous sommes en train de voir des alternatives qui nous permettront de préserver les emplois. Mais la situation, il faut se reconnaître en tant que travailleur, c'est vrai, mais aussi en tant que Sénégalais tout court, que c'est difficile. Compte tenu de difficultés aussi, il faut qu'on se retrouve pour échanger et voir quel modus operandi mettre en place pour pouvoir dépasser cela. Aspect de l'actualité, la délégation générale au pèlerinage réagit suite à la sortie de Palembang. Ce dernier dénonçait des agissements de certains voyagistes privés qui, selon lui, ont commencé à encaisser de l'argent pour le prochain pèlerinage à la Mecque. Selon Abdelaziz Mbaye, aucun quota n'a été attribué et le pèlerinage est incertain. Il en appelle à la responsabilité de tous. Il est avec Salimatao. On suit avec une attention toute particulière toutes les informations relatives à l'édition 2021 du pèlerinage. Et la délégation ne dispose pas d'informations officielles venant des voies officielles pour nous définir les modalités de l'édition 2021. Mais auparavant, nous avons anticipé sur des rencontres que nous avons tenues avec tous les acteurs et régulièrement, de façon régulière. Donc, tous les privés qui encaissent de l'argent au préalable sans pour autant avoir leur quota ou avoir les conditions définies par l'Arabie Saoudite, par la voie officielle, n'engagent que leur personne. La délégation n'a rien à voir là-dessus. Quand une personne, un acteur soit-il, prend la responsabilité sur lui d'encaisser l'argent d'un futur pèlerin, ça relève de sa responsabilité unique et entière. Donc, les quotas n'ont pas été octroyés pour le moment.
il n'y a pas de quota déjà octroyé. On n'a pas d'informations sur le pèlerinage jusqu'à présent par la voie officielle. Maintenant, les gens qui partent de pèlerinage parlent d'un site de trouve en Arabie Saoudite et qui partent du protocole sanitaire de l'Arabie Saoudite. Alors nous, la délégation, je veux dire, notre interlocuteur, c'est le ministère du Hajj qui définit les règles du pèlerinage. Et jusqu'à présent, au moment où nous parlons, nous n'avons pas d'informations officielles du ministère du Hajj qui parle du pèlerinage de l'édition 2021. Venons-en maintenant à l'évolution de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal avec d'abord les chiffres du jour. Sur 732 tests réalisés, 36 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,92%. Il y a 15 cas contacts et 21 cas issus de la transmission communautaire. Maintenant, au chapitre des décès, 4 décès ont été enregistrés hier, lundi 22 mars, ce qui porte le total de décès à 1020. Covid-19 au Sénégal toujours, 2 variants britanniques isolés par l'Institut de recherche en santé et de surveillance épidémiologique et de formation, IRSF. Quelles sont les caractéristiques de ces variants, leur rythme de progression et leur niveau de dangerosité? Réponse dans cet élément d'Awambay. Un deuxième variant britannique isolé par l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation IRSF. Selon le professeur Tandakha Ndiaye, les variants anglais sont très contagieux. Il faut bien surveiller l'évolution des virus. Et c'est ce que l'IRSF est en train de faire en faisant des séances de séquençage. Alors, il y a eu 100 échantillons qui ont été séquencés récemment à nouveau. Et parmi ces 100 échantillons, ils ont trouvé donc un variant britannique, donc avec 8 mutations qu'on a retrouvées au niveau de ce variant-là, venant d'un patient sénégalais. Et donc, cela veut dire que cela confirme le premier variant qui a été identifié avant avec 6 mutations. Ça va très très vite, c'est 50 fois à plus, même plus de 50 fois plus contaminant que le virus qui était là avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous l'avez, mais vous allez contaminer assez rapidement votre population dans le temps record. S'il y a une forte contamination, donc forcément les cas graves augmentent. Ces variants doivent être pris très au sérieux et la population doit redoubler de vigilance selon le professeur Tandakha Ndiaye. Donc c'est exactement cela qui va se passer. Vous contaminez plus, vous avez plus de cas graves, vos lits d'hôpitaux sont occupés, évidemment vous n'avez plus la possibilité vraiment de prendre en charge vos patients comme il faut. Alors. Et donc, par ricochet, ça va être plus mortel alors, certainement. D'où le risque d'une troisième vague. Parce que quand c'est comme ça, ça va plus vite que tout ce que vous pouvez imaginer. Accélérer le rythme de la vaccination pour faire face à la progression rapide de ces virus au Sénégal, d'après le spécialiste. Alors, c'est pourquoi, si vous avez remarqué un peu dans certains pays, l'accélération de la vaccination a été un des credos de ces pays-là. Vraiment, c'est le cas des Britanniques. Les recherches se poursuivent pour isoler les contacts de ce dernier variant britannique isolé par l'IRSF qui continue de surveiller l'évolution des virus et de leurs mutations dans le pays. Le Covid-19 qui a perturbé la journée mondiale de la météorologie qui est célébrée aujourd'hui, mais aucune activité n'est au programme au Sénégal cependant. Cette journée est une occasion pour les responsables de l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, pour réclamer plus de moyens et de ressources humaines pour mener à bien leur mission. Vous avez entendu ce matin le docteur Ousmane Ndiaye, directeur des prévisions météorologiques à l'ANACIM. Il était l'invité d'RFM Matin. RFM. L'actualité internationale. Avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Deuil national de 3 jours au Niger. Cela fait suite à l'attaque dimanche de plusieurs villages et campements du département de Tilia dans la région de Taoua. Le dernier bilan fait état de 137 morts. Dans un communiqué, le gouvernement indique que des mesures sécuritaires et sanitaires renforcées ont été prises dans la zone et une enquête ouverte pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de ces actes qualifiés de lâches et criminels. Tony Blair au Mali, l'ancien Premier ministre britannique, a été reçu hier par les autorités de la transition. Une visite au pas de charge. Tony Blair a déclaré que l'Institut
qui porte son nom est prêt à apporter son soutien aux réformes institutionnelles en cours et dans l'organisation des scrutins prévus en principe l'année prochaine, notamment l'élection présidentielle. Et l'on retourne au Niger pour parler de la présidentielle du 21 février dernier. Mahaman Ousmane conteste le verdict de la Cour constitutionnelle qui a validé la victoire de Mohamed Bazoum. Il appelle à une marche pacifique sur l'ensemble du territoire, à la mobilisation du peuple et au soutien des corps constitués et des forces armées. En réaction à la sortie de Mahaman Ousmane que vous avez suivi ce matin sur notre antenne, le porte-parole du président élu déclare que Mahaman Ousmane doit se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle. Abdourahmane Zakaria au micro de RFI. Mahaman Ousmane sait qu'il n'a pas gagné les élections et ses soutiens, ou du moins les conspirateurs qui l'ont piégé en lui apportant leur soutien, savent aussi que Mahaman Ousmane n'a pas gagné les élections. Le peuple nigérien s'est exprimé et la Cour, en élisant Mohamed Bazoum comme président de la République du Niger, la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale, a proclamé les résultats définitifs. Mohamed Bazoum est le président de la République du Niger. Le peuple nigérien s'est exprimé librement. Il a porté son choix sur Mohamed Bazoum et il faut respecter la décision de la Cour constitutionnelle et se remettre au travail. Covid-19, l'Afrique du Sud revend ses doses du vaccin AstraZeneca à l'Union africaine. Une revente au prix d'achat. 14 pays se sont montrés intéressés pour acquérir les doses non utilisées selon RFI. Et elles seront livrées dès cette semaine alors qu'elles sont censées périmer fin avril. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont libéré les derniers patients connus atteints d'Ebola des centres de traitement du Nord Kivu. Cette libération de 6 patients pourrait marquer la fin d'une résurgence d'un mois de l'épidémie de 2018 à 2020 qui a tué plus de 2000 personnes avant d'être initialement déclarée terminée en juin 2020. 12 cas de décès ont été signalés depuis la réapparition du virus début février. 6 morts enregistrés donc. Cela fait 3 semaines que les autorités du Nord Kivu ont détecté un nouveau cas. Aux États-Unis, une fusillade dans un supermarché du Colorado fait plusieurs morts, au moins 10 personnes tuées, dont un policier, a déclaré la chef de la police locale. Des policiers sont intervenus au supermarché King Super à Boulder après avoir reçu une alerte sur la présence d'un tireur. Pour terminer, Souleymane, cette information qui vient de nous parvenir, le décès du consul général du Sénégal à Abidjan, Abdou Karim Bass, selon le site IGFM, il est décédé des suites d'une courte maladie. Toutes nos condoléances à sa famille. Merci, Georges Détié-Diop. Il est 12h28. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes. Comment éviter une 3e vague de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal au lendemain de la levée de l'état de catastrophe sanitaire? Tentative de réponse avec nos 2 intervenants du jour. Le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, le Service national pour l'éducation et l'information pour la santé, et Hassan Touré, journaliste spécialiste des questions de santé. RFM Sport. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Football d'abord, l'équipe nationale du Sénégal attendue à Brazzaville au Congo. L'équipe du Sénégal amenée par Aliou Cissé va jouer contre l'équipe congolaise pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique prévue au Cameroun l'année prochaine. Cette rencontre entre dans le cadre de la 5e journée de ces éliminatoires. L'équipe nationale du Sénégal sera au complexe Kentele. Les Lions vont s'entraîner aujourd'hui à 18h pour une séance de décrassage. Ligue 1 sénégalaise, les techniciens saluent les progrès des équipes. Les équipes du Sénégal qui rivalisent d'ardeur, de talent et de compétitivité depuis le début de cette saison. Après 11 journées, on a connu au minimum 5 équipes qui ont occupé la première place. Comment expliquer et comment décortiquer cette bonne vitalité de la Ligue 1 sénégalaise? Réponse de Samba Keita, entraîneur de formation et membre du staff technique de la Linguère de Saint-Louis. Il y a pratiquement, à mon avis, 3 facteurs qui l'expliquent.
D'abord, le premier facteur le plus important, c'est le nivellement vers le haut. Aujourd'hui, à part Teungueth FC et le Jaraaf, qui ont des effectifs assez touffus en qualité, toutes les autres équipes ont pratiquement de bons joueurs et ont travaillé très bien pour la préparation. Ce qui fait qu'ils se sont rapprochés du niveau de Teungueth FC et de Jaraaf. Le deuxième élément qui l'explique, c'est qu'aujourd'hui, le calendrier de Teungueth FC et du Jaraaf est très surchargé avec la Coupe d'Afrique auquel elle participe. Donc, ce qui fait qu'effectivement, avec un rythme de 3 matchs presque par semaine, Teungueth FC et le Jaraaf, certainement, quelquefois, ils accusent le coup. Le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez bien avec la période de Covid-19, on fait des matchs à huis clos. Parce que la présence du public pour des équipes comme Niary Tally ou l'AS Pikine ou aujourd'hui le Casa Sport, c'est extrêmement important. Est-ce que ces changements sont bénéfiques ou pas pour la Ligue 1 sénégalaise? Très, très positif. Je pense que cette situation est très positive pour le football sénégalais. D'autant plus que ça va nous permettre de jouer le championnat pas entre 2 équipes, mais le championnat va se jouer avec 5 ou 6 équipes qui sont des potentiels champions. Et cela, c'est très bénéfique et ça va relancer et ça va nous offrir des matchs très spectaculaires et des matchs très serrés. Et d'où l'importance aujourd'hui de revoir un peu l'organisation au niveau des matchs. Par exemple, quand on va enlever le huis clos, vous allez voir que les stades vont se remplir. Les stades vont se remplir pour l'heure. Après 11 journées, l'équipe de Teungueth FC est leader avec 20 points, suivi de très très près par l'équipe de l'AS Douanes qui compte le même nombre de points. L'équipe de Génération Foot arrive à la 3e marche avec 19 unités. Karaté, El Makhtar Diop veut un nouveau mandat. Le président qui a dirigé les 4 dernières années la Fédération sénégalaise de karaté veut remplir. Pourquoi un tel choix? Il s'est expliqué, nous l'écoutons. C'est vrai, je suis candidat pour remplir à la tête de la Fédération sénégalaise de karaté. Mais je ne suis seulement pas candidat pour être candidat. Je préfère vraiment avoir l'avis des karatékas, des pratiquants sur le travail qui a été fait sur ces 4 dernières années. C'est un travail qu'il va falloir évaluer pour maintenant pouvoir se projeter sur l'avenir. Je veux vraiment être un candidat autour duquel tous les pratiquants pourront faire bloc afin que l'on puisse développer notre sport. Je ne veux vraiment pas être candidat et ensuite créer des problèmes. Donc c'est au bout de cas de voir le travail, d'évaluer, d'apprécier à sa juste valeur les réalisations qui ont été faites. Et à partir de cela, on pourra voir tous ensemble comment l'on pourra faire afin de développer encore et encore notre discipline, puisque le karaté sénégalais doit encore faire des pas pour aller vers le sommet du continent, mais également pour pouvoir titiller les grands de ce monde. Voilà Souleymane, c'est la fin de cette page des sports. Merci Malal Diagne Junior, 12h33. RFM, la radio de toute l'actualité. Classement sur la liberté et la démocratie en Afrique, le Sénégal sort du top 10. Le rapport Freedom House qui couvre la période 2017-2020 fait passer le Sénégal de pays libre à potentiellement libre. Comment en est-on arrivé à cette zone grise? Mohamed Ali Mouba nous explique. C'est une dégringolade. Le Sénégal qui passe de pays libres à partiellement libres aux côtés de pays réputés pas ou peu démocratiques comme le Nigeria, le Kenya, la Côte d'Ivoire ou encore Madagascar. L'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB, Moussa Diaw, n'est pas surpris par le classement de Freedom House et de Index Démocratie. Une nette régression de la démocratie, des pratiques démocratiques qui ne respectent pas les règles de jeu, qui ne respectent pas les principes. Pour preuve, vous avez récemment d'ailleurs une vague d'arrestations qui touche une bonne partie des membres de l'opposition. Et ensuite, l'autre aspect, c'est la justice qui est instrumentalisée à des fins politiques. Mais comment expliquer ce recul de l'Afrique de l'Ouest après les transitions démocratiques des années 90? Dans ses tentatives d'explication, Alioune Tine d'Africarium Center observe que si les scrutins pluralistes ont profondément redessiné le paysage politique, la maturité
électorale est encore diversement acquise et l'exercice régulier du droit de vote n'a pas débouché sur la consolidation de la démocratie. Des élections souvent confisquées, des coups d'État constitutionnels avec le troisième mandat, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, des exemples vivants, des fraudes et des parades pour rester au pouvoir. Fraude massive, abstention record, absence d'alternance et vieillissement de la classe politique. Signe que le modèle a atteint une fin de cycle au Sénégal. L'opposition qui est contre, elle aussi, la liberté d'expression. La presse de ce mardi 23 mars 2021 passée en revue par Georges Destidjop. Sous les décombres de l'enfer de Sanyang en Gambie, l'observateur s'est rendu dans ce village de pêcheurs où des Sénégalais ont failli perdre leur vie, victimes de la furie des Gambiens. Ces Sénégalais ont tout perdu ou presque. En attestent les images à la une de l'observateur, à sa page 6 aussi. Les débris de leur pirogue, leurs biens réduits en cendres. Selon le journal, le village a été un bout d'enfer pour nombre de compatriotes qui n'ont dû leur salut qu'à la promptitude des interventions des forces de l'ordre. Les témoignages glaçants des victimes, comment le pire a été évité, tout cela à lire aux pages 6 et 7 de l'Observateur. L'Obs qui fait par ailleurs état d'un drame à Tiaroy à la suite du chavirement d'une pirogue en haute mer. Un père de famille, son fils et son employé ont péri dans l'océan. Tribune et Libération mettent aussi en exergue cet accident en mer et font savoir que le corps du père a été retrouvé en Ngor. Son fils et l'employé toujours portés disparus. Et les débris de la pirogue ont été retrouvés à Ouakam. Dans Libération, la réaction de Moustapha Diop de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Selon lui, il n'y a plus de poissons à cause des bateaux étrangers et les pêcheurs sont obligés d'aller plus loin, ce qui favorise les accidents en haute mer. Le secteur de la pêche toujours et les dégâts collatéraux du renouvellement des accords entre l'Union européenne et le Sénégal. Sud Quotidien parle d'une économie maritime au point mort. Le syndicat des pêcheurs autonomes soutient dans le journal que ce que le Sénégal gagne en 5 ans, 10 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent d'une année de pêche pour nos pêcheurs artisanaux, si l'État structure le secteur par des appuis financiers. Le classement sur la liberté et la démocratie. Le Sénégal, selon le journal Le Quotidien, sort du top 10 en Afrique. Pour Le Témoin, notre pays rentre dans le rang. En effet, ces deux journaux se font l'écho du rapport de Freedom House et Democracy Index qui couvre la période 2017-2020 qui qualifie notre pays de partiellement libre. Le Témoin indique que le Sénégal rejoint la masse des États moyennement ou pas du tout démocratiques. Le dialogue national pourra-t-il inverser la tendance? En tous les cas, Les Échos nous apprend que le président a décidé de donner une nouvelle chance de continuer les discussions dans le cadre de ce dialogue national. Macky Sall a pris un décret en ce sens et a donné 2 mois supplémentaires pour boucler les travaux. En attendant, souligne Enquête, la scène politique est en ébullition depuis l'éclatement de l'affaire Sweet Beauté. Le journal note que l'Alliance pour la République, seule dans la crise, se démène comme elle peut dans la jungle politique en effervescence et elle risque de trouver sur le terrain certaines entités de l'opposition dopées par le dossier Sonko-Adji Sarr. En plus, Karim Wade qui a envoyé 16 véhicules 8-8 au Parti démocratique sénégalais pour sa tournée. Si l'on se fie à Enquête, l'AS, lui, souligne que les proches de Macky Sall, à l'image d'un boulet de pied, nuisent vraiment à leur leader. Ils sont en train de saper tout le travail du chef d'État qui avait réussi, malgré la situation tendue, à inverser la tendance et apaiser l'espace public. Selon mon confrère, le président Sall est, depuis quelques jours, mis à mal par ses partisans à travers le culte de la violence, des écarts de langage et une mauvaise communication. Un coup d'œil dans Les Échos. Le journal nous apprend que le Parti de l'Unité et du Rassemblement ne veut plus voir Issa Sall à l'Assemblée nationale. Pour les responsables du PUR, Issa Sall, qui a créé son propre parti, est rattrapé par l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dès lors, ils ont saisi Moustapha Niasse pour qu'il fasse appliquer la loi et qu'Issa Sall soit déchu de son mandat qui revient au PUR sur la liste duquel il était élu député. À la une, 2 sources. Pour terminer, 2 agents de Sen'Eau tabassés à Mbacké par des jeunes avant d'être exfiltrés des lieux. C'est une opération de retrait de compteurs d'eau qui a déclenché finalement une bagarre. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue.